Ça fait 16 mois que l'invasion de l'Ukraine a démarré. 16 mois que Volodymyr Zelensky est devenu l'un des principaux protagonistes de l'actualité internationale. Le président ukrainien est devenu le symbole de la résistance ukrainienne face aux assauts répétés de la Russie. Et ça fait aussi 16 mois que le président de l'Ukraine demande inlassablement de l'aide aux Occidentaux. D'ailleurs, c'est cette aide qui a permis à l'armée ukrainienne de résister à l'armée russe aussi longtemps et même à la faire reculer dans de nombreux endroits. Et bah, en mai dernier, l'engagement occidental a franchi un pas de plus vers la victoire ukrainienne. Je salue la décision historique des États-Unis et du président Biden de soutenir une coalition internationale d'avions de chasse. Cela améliorera grandement notre armée dans le ciel. Je compte discuter de la mise en œuvre concrète de cette décision lors du sommet du G7 à Hiroshima. Une coalition internationale d'avions de chasse. En vrai, l'Ukraine demande ce soutien depuis le début du conflit parce que les capacités de guerre aérienne de son armée sont très limitées et elle en a conscience. Déjà, l'armée de l'air ukrainienne, elle compte très peu d'aéronefs et en plus, il remonte à l'ère soviétique. Jusqu'à présent, l'Occident s'est limité à livrer environ 30 MiG-29 polonais et slovaques. C'est une contribution appréciable, mais insuffisante vu les besoins de Kiev. Zelensky ne cesse de réclamer des F-16 de fabrication états-unienne. Sauf que Biden, lui, il était très récalcitrant à l'idée de lui en fournir. Mais fin mai, coup de théâtre, au cours du sommet du G7 à Hiroshima, Biden finit par céder et annonce la livraison du tant attendu F-16. That's why the United States continues to do all we can to strengthen Ukraine's ability to defend itself, including launching some new joint efforts with our partners to train Ukrainian pilots on the fourth generation fighter aircraft like the F-16. C'est plutôt une bonne nouvelle pour l'Ukraine. Par contre, les F-16 arriveront pas du jour au lendemain. Il y a encore beaucoup de questions laissées sans réponse. Donc, à quel point ces F-16 ont-ils changé la donne? Et ces F-16, ils viendront d'où? Directement des usines états-uniennes ou de l'arsenal de pays alliés? Déjà, on va commencer par un peu d'histoire. Vite, des munitions! On peut diviser la guerre en Ukraine en 4 phases. La première correspond aux 2 premiers mois, au cours de laquelle l'armée russe a foncé vers Kiev pour renverser Zelensky. Échec. Par contre, l'armée russe progresse dans l'est et dans le sud. L'aviation russe bombarde les positions ukrainiennes, notamment les systèmes de défense anti-aérienne comme les radars ou les aérodromes. Heureusement pour l'état-major ukrainien, les services de renseignement états-uniens l'ont prévenu plusieurs jours avant que l'attaque coordonnée n'ait lieu. Ça a permis à l'armée ukrainienne d'organiser sa défense, de préparer ses troupes et de disperser son matériel militaire sur le territoire ukrainien pour minimiser les dégâts. Une tactique qui s'est révélée payante, puisque le matériel épargné lui a permis ensuite de ralentir, voire de stopper l'avancée des colonnes de chars et de blindés russes grâce à ses chasseurs, ses hélicos et ses drones. La supériorité des troupes russes au sol, celle qu'on imaginait tous, ne s'est pas concrétisée le moment venu sur le terrain. Et à la surprise générale, la domination aérienne n'a pas non plus penché en faveur de Moscou. En fait, du temps de la guerre froide, les soviétiques avaient développé des systèmes de défense anti-aériens très efficaces. Or, lors de la dissolution du bloc soviétique, l'Ukraine a hérité d'une partie de ses équipements. Au début de la guerre, l'Ukraine possédait le deuxième arsenal de défense anti-aérienne le plus important derrière la Russie. Elle en possédait même plus que n'importe quel pays européen membre de l'OTAN. Et puis, du fait de la guerre du Donbass qui a démarré en 2014, l'armée ukrainienne s'était équipée en manpads, des systèmes portatifs de défense anti-aérienne comme par exemple les Igla et des Stingers. Grâce à ces armements, ils ont réussi à infliger des dégâts importants à l'armée de l'air russe et à l'empêcher de contrôler son espace aérien. Or, c'était un des piliers centraux de la stratégie militaire de la Russie pour renverser le gouvernement ukrainien. Ensuite, la phase numéro 2, elle a eu lieu entre avril et août 2022, quand l'état-major russe a concentré son offensive sur le Donbass. La troisième phase, elle démarre avec la contre-offensive ukrainienne durant l'été 2022. Les troupes ukrainiennes réalisent d'importantes avancées jusqu'au mois de novembre, notamment grâce au soutien de son aviation militaire. Les Russes, eux, n'ont pas réussi à repousser les incursions aériennes des chasseurs et des hélicos ukrainiens au-dessus de leur tête. Face à cette progression inarrêtable, le Kremlin a pris la décision de bombarder des cibles militaires et civiles côté ukrainien, mais avec des missiles de précision de moyenne et longue distance. On n'était plus dans une configuration de conflit à bout portant. Les deux armées se sont immobilisées, ont consolidé leur position défensive et la guerre mobile est devenue une guerre de tranchées. Ça, c'était la quatrième phase qui s'est déroulée entre décembre 2022 et juin 2023. Comme la Russie a un gros complexe militaro
militaro-industriel, en tout cas plus gros que celui de l'Ukraine et de ses alliés européens, elle a misé sur l'épuisement des munitions ukrainiennes pour ses systèmes de défense anti-aérienne. Les missiles et les attaques de drones russes forçaient les Ukrainiens à tirer tous leurs missiles sol-air. En anglais, l'acronyme pour ces missiles sol-air, c'est SAM pour Surface to Air Missile. Et bah l'Ukraine, en effet, elle a presque entièrement épuisé son stock de SAM qu'elle avait stocké depuis la chute de l'URSS. L'Occident avait beau lui livrer de nouveaux SAM, ça prend du temps de les intégrer à l'équipement de l'armée ukrainienne et de former les soldats ukrainiens à leur maniement. Zelensky a insisté, supplié, imploré, exigé des mois durant que l'OTAN lui livre ses meilleurs armements. Des systèmes de défense aérienne Patriot, des chars Léopard et Abrams, des canons César ou HIMARS. Au départ, les alliés occidentaux étaient plutôt réticents, mais ils ont fini par céder étape par étape au président ukrainien. Sauf que tout cet équipement, il ne sert à rien si l'armée de l'air russe peut surgir à tout instant, bombarder sa cible et disparaître en quelques secondes seulement. Donc toute reconquête territoriale de l'armée ukrainienne dépendait de ses capacités défensives contre les attaques aériennes russes. Quand le Pentagone et la Maison Blanche ont enfin compris l'importance de doter l'armée ukrainienne de systèmes de guerre aérienne, ils l'ont pas fait à moitié. Les États-Unis vont envoyer des systèmes de missiles Patriot et des chars en Ukraine plus rapidement qu'initialement prévu. Sauf que Zelensky, des Léopards, des Abrams et des Patriots, ça lui suffisait pas. Il veut des F-16. Il veut gagner la guerre le plus rapidement possible. Biden, il a fini par craquer. Il a donné son feu vert pour que les pilotes de l'armée de l'air ukrainienne soient formés sur des F-16. Quelques semaines auparavant, il disait encore que c'était superflu. En tout cas, c'est ce qu'il a dit aux journalistes de ABC News en février 2023. Think he needs F-16s now? No, he doesn't need F-16s now. Is that a never? Look, first of all, the idea that we know exactly what's going to be needed a year, 2, 3 now, but there is no basis upon which there is a rationale, according to our military now, to provide F-16s. But you're not ruling it out. I am ruling it out for now. Alors, il s'est passé quoi dans le bureau ovale de la Maison Blanche entre le président, la CIA et le Pentagone pour qu'ils changent tous d'avis? Ça faisait des mois que la situation n'évoluait pas. La guerre en Ukraine tournait au ralenti, sans véritable percée des deux côtés. Alors pourquoi d'un coup changer d'avis? Et bah, début avril, des documents du Pentagone ont fuité. Or, ceux-ci indiquaient que la Russie était sur le point d'atteindre la supériorité aérienne et donc de prendre l'ascendant sur l'Ukraine. Des fuites de documents du Pentagone avertissent que l'Ukraine pourrait manquer de systèmes de défense anti-aérienne d'ici mai. Les pays alliés de l'Ukraine ont tous réagi différemment à cette annonce. Certains ont soutenu que l'Ukraine avait besoin qu'on lui livre plus de systèmes de défense anti-aérienne comme les Patriot ou les NASAM norvégiens. Mais d'autres ont commencé à pencher en faveur d'une flotte de chasseurs nouvellement constituée. Et c'est comme ça qu'on s'est retrouvé avec des F-16 livrés à l'Ukraine. Après, qu'est-ce que ça va changer exactement? Top Gun. En été, et grâce à la réactivité de l'Occident, l'Ukraine n'est plus exposée au risque d'être à court de défense anti-aérienne. La Russie, elle, accentue la pression pour dominer l'espace aérien. Si les SAM, les missiles solaires ukrainiens, viennent à manquer, les chasseurs bombardiers russes pourront bombarder l'Ukraine à souhait. Et si cette situation venait à se présenter, si l'Ukraine épuisait son stock de munitions anti-aériennes, alors l'état-major ukrainien devrait choisir entre protéger les populations civiles, les infrastructures critiques, les bases militaires ou les soldats en première ligne. Alors, en théorie, les avions de combat peuvent se substituer aux défenses aériennes au sol pour abattre les avions, les drones et les missiles de croisière ennemis. Et c'est justement ce qu'a fait l'armée ukrainienne avec ses avions jusqu'à présent. Malheureusement, au bout de 16 mois de conflit, l'armée de l'air ukrainienne est décimée. C'est en tout cas ce que pense le général US James Hacker. L'Ukraine a perdu 60 avions et en a abattu 70 lors de l'invasion russe selon Ecker. A priori, on est tenté de penser « Wow, c'est pas mal, non ?» Plus d'avions détruits que de perdus. Mais le problème, c'est que ces 60 avions de combat que l'armée ukrainienne a perdus, ils représentent ni plus ni moins que 40% de sa force aérienne. Le Kremlin, lui, a affecté 500 avions militaires rien que pour ce conflit. Il en a encore plus en réserve. Et en plus de sa supériorité numérique écrasante, les chasseurs russes disposent de meilleurs radars, d'une meilleure électronique embarquée et de munitions à longue portée que les Ukrainiens n'ont pas.
Alors pour l'instant, les Ukrainiens ont réussi à repousser les assauts aériens de la Russie. En fait, les chasseurs bombardiers russes sont obligés de tirer leurs missiles ou de larguer leurs bombes à une distance beaucoup plus importante pour rester hors d'atteinte des systèmes de défense ukrainiens. Du coup, l'efficacité de leurs attaques s'en trouve considérablement réduite. Le Kremlin utilise aussi des drones armés, notamment les fameux Shahed 136 iraniens. En plus, avec cette aide extérieure, l'état-major russe peut réaliser d'une pierre deux coups. D'une part, il peut forcer les forces ukrainiennes à gaspiller ses missiles solaires et de l'autre, il peut asphyxier économiquement l'Ukraine. Selon un rapport, les drones de fabrication iranienne ne coûtent que 20 000 $ à construire, mais jusqu'à 500 000 $ à abattre. Une préoccupation croissante en Ukraine. Et on prend même pas en compte les patriotes. Un seul tir de missile peut coûter jusqu'à 4 millions de dollars. 40 drones Shahed, c'est 800 000 $. 40 patriotes et c'est 160 millions de dollars partis en fumée. Et encore, c'est seulement si chaque missile patriote intercepte sa cible. Parfois, il faut s'y reprendre à au moins 2 reprises. La facture peut donc rapidement augmenter. Aucune économie ne peut supporter des coûts aussi élevés, à part peut-être les USA et encore. Donc à partir de ce moment-là, avoir recours à des chasseurs pour neutraliser des menaces aériennes, d'un point de vue budgétaire, c'est tout de suite plus rationnel. Mais un autre problème avec lequel les forces ukrainiennes doivent composer, c'est l'obsolescence de leurs radars. Avant le début de l'invasion, l'armée de l'air ukrainienne était composée de Mikoyan Gourevitch 29 et de Sukhoi 27. À présent, elle peut aussi compter sur des MiG-29 additionnels qui lui ont été offerts par la Pologne et par la Slovaquie. Sauf que l'électronique embarquée a le même âge que l'avion. Il date de la période soviétique. D'où la nécessité des F-16 Falcon. C'est un chasseur si polyvalent que plusieurs armées de l'OTAN s'en sont équipées. Le modèle joue à armes égales avec l'Eurofighter Typhoon et le Rafale de Dassault, avec un avantage pour ce dernier. Cocorico. Bref, la livraison de F-16 à l'Ukraine donnera un énorme boost aux capacités défensives de l'Ukraine. Et surtout, l'armée ukrainienne gagnerait énormément en mobilité. Les troupes au sol ont besoin de couverture aérienne pour se déplacer dans des espaces parfois immenses avec des cibles très distantes les unes des autres, ce qui les expose par la même occasion à toutes sortes de risques. Les F-16 ont des radars embarqués plus puissants que les radars au sol dont dispose actuellement l'armée ukrainienne, ce qui leur permet de détecter des menaces plus distantes. Ça permet aussi aux troupes au sol de mieux se préparer pour se défendre ou pour trouver refuge en cas d'attaque imminente. Et puis justement, les F-16 peuvent intercepter ces menaces plus efficacement que les vieux MiG-29 et les Su-27. Ensuite, il y a un facteur à l'avantage de l'Ukraine, c'est qu'il y a plus de pilotes que d'avions, donc tous les pilotes qui ne sont pas actuellement déployés pourront être formés au pilotage des F-16. Kiev a déjà transmis une liste de 50 pilotes ukrainiens prêts à démarrer leur formation et qui, l'on espère, seront opérationnels avant la fin de l'année. En revanche, un des inconvénients du F-16, c'est que l'avion a besoin de pistes longues pour décoller et atterrir. Et ça, le Kremlin le sait aussi. La Russie lance une frappe de missiles groupés sur des cibles dans des aérodromes militaires ukrainiens. Alors, plusieurs alternatives se présentent à l'Ukraine. Déjà, elle pourrait recourir à des aérodromes improvisés et disséminés un peu partout. Les Russes auraient beaucoup plus de mal à les localiser. En revanche, les pistes seraient plus courtes et plus rugueuses, donc plus dangereuses. C'est pour ça qu'une partie des alliés de l'Ukraine insiste pour qu'on lui livre plus de blindés d'artillerie et de missiles solaires que de chasseurs. D'autres craignent que la livraison de F-16 n'envenime le conflit et le fasse passer à une dimension supérieure. La parade que Biden a trouvée, c'est qu'il a formellement interdit aux forces armées ukrainiennes d'attaquer le sol russe avec des F-16. Les Falcons doivent servir exclusivement à défendre le territoire ukrainien. I have a flat assurance from Zelensky that they will not use it to go on and move into Russian geographic territory. But wherever Russian troops are within Ukraine and the area, they would be able to do that. Bon, on va quand même remettre les choses à leur place. Les F-16 ne vont pas suffire à eux seuls pour repousser l'envahisseur russe. Déjà, eux aussi, ils remontent à la guerre froide. Leur première année de mise en service, c'était en 1978. Depuis, il y a eu des modèles beaucoup plus performants, depuis le F-22 Raptor jusqu'au F-35 Lightning. Donc la Maison-Blanche imagine bien que leur déploiement en Ukraine ne va pas déraper en un affrontement nucléaire. Et puis Biden, il a joué très finement. En annonçant cette décision durant le sommet du G7 à Hiroshima, il a impliqué ses alliés dans cette décision. D'où la référence à une coalition internationale d'avions de chasse. Alors concrètement, ça va se traduire comment? Faites bien attention. Le bouclier aérien. Le feu vert de Washington était indispensable. Sans cela, il était virtuellement impossible à tout allié de l'Ukraine de lui livrer ses F-16. À présent que c'est chose faite, les pays occidentaux vont donner naissance à une alliance avec un nom très intimidant.
La coalition d'avions de chasse, la rencontre avec les dirigeants des pays européens. Nous avons discuté des questions liées au démarrage de la formation de pilotes ukrainiens sur F-16 et sur d'autres types d'avions. Nous avons convenu de continuer à travailler sur l'officialisation de la création de la coalition d'avions de combat Ukrainian Sky Shield. Volodymyr Zelensky, acteur principal dans la série Serviteur du peuple. Par autre type d'avion, Zelensky fait très probablement référence au Gripen suédois. La Suède en possède une centaine, mais elle ne pourra rien en faire jusqu'à ce qu'elle adhère définitivement à la Ukrainian Sky Shield Coalition. Bon, côté F-16, les USA en ont produit plus de 4600 depuis les années 70. D'ailleurs, les lignes d'assemblage tournent toujours en Caroline du Sud. Les États-Unis prévoient de continuer à utiliser les F-16 pendant encore une vingtaine d'années. D'autres pays en revanche souhaitent remplacer leur parc vieillissant de F-16 par des F-35 Lightning de dernière génération, d'où ce genre de gros titres. Les Pays-Bas sont susceptibles d'envoyer des F-16 en Ukraine après la formation des pilotes. Les Pays-Bas sont l'un des principaux promoteurs de l'Ukrainian Sky Shield. D'ailleurs, le Royaume-Uni aussi, mais ils n'ont pas de F-16. Londres considère la possibilité d'en acheter à d'autres pays pour les offrir ensuite à Kiev. Mais peu importe le montage financier, la livraison de F-16 va constituer un nouvel effort d'envergure pour les alliés de l'Ukraine. Colin Kahl, le sous-secrétaire états-unien à la politique de défense, nous a présenté le calcul suivant. Estimates that over the long term, Ukraine would probably need 50 to 80 F-16s to replace their existing Air Force. If you did that with new F-16s, so say Block 70, 72s, that would cost $10 or $11 billion. If you did it with older Block 30 or 32 aircraft, and let's imagine you only did half, 36 of those, it would still cost $2 to $3 billion. Après, il y a d'autres pays européens qui seront essentiels pour bien faire tourner le Ukrainian Sky Shield. Pour la maintenance du F-16, il faudra délocaliser en Pologne et en Roumanie, au moins durant les premiers mois. Ce sont des pays frontaliers de l'Ukraine qui possèdent déjà des F-16 et toute la chaîne logistique correspondante. L'Occident considère la Roumanie comme un possible site d'entraînement au F-16 pour les pilotes ukrainiens. Or, faut pas oublier que la Pologne et la Roumanie sont des pays membres de l'OTAN, donc la Russie n'osera pas attaquer ses bases arrière. La maintenance des F-16 et la formation de pilotes ukrainiens à leur maniement devraient provisoirement les mettre à l'abri de toute attaque russe, ce qui déplaît fortement au Kremlin. Танки горят, несколько танков уничтожено, это в том числе леопарды. И вчера было то же самое. И вчера были леопарды. Они горят. Также будут гореть и F-16. Mais bon, pour l'heure, Poutine a plus urgent à traiter, comme la purge de son régime et la consolidation de son pouvoir, fortement ébranlé par la rébellion de Prigojine et de son groupe de mercenaires Wagner. Et puis, il reste encore quelques mois avant qu'on ne voit arriver des F-16 en Ukraine. En revanche, le signal politique est lui aussi très fort. Il prouve que l'Occident est déterminé à soutenir l'Ukraine le temps qu'il faudra et quoi qu'il en coûte. La preuve, l'annonce par Emmanuel Macron de la livraison de ce nouveau type d'armement. Guerre en Ukraine. La France va livrer des missiles longue portée Scalp. Donc même la France, qui était plus réticente que d'autres puissances comme la Pologne, la Grande-Bretagne et les États-Unis, commence à s'impliquer dans ce conflit énormément. Maintenant, à toi, à ton avis, le F-16 sera-t-il décisif pour vaincre la Russie? Risque-t-il au contraire d'entraîner une escalade du conflit? Laisse-nous ton avis dans les commentaires. Si t'as aimé cette vidéo, like, partage et fais tourner. Et nous, on te dit à très vite pour plus d'actu internationale.